Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi midi pour le webinaire du jour. On vous garantit, on va vous aider à y voir plus clair dans vos choix technologiques. Mon nom est Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation et aujourd'hui, on va parler d'un sujet ou plutôt d'une question qui revient très souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients. Et on a trouvé ça utile d'en faire un webinaire car vous vous l'êtes peut-être posé si vous avez un projet numérique en tête. La grande question, roulement de tambour. Low-code ou sur mesure, lequel choisir? Je vous propose qu'on aille Grosse jeter un question. œil. Oui, une bonne question, hein. Je vous propose qu'on aille jeter un œil à l'agenda du jour pour voir comment on va décider d'aborder le sujet aujourd'hui. Dans un premier temps, on va vous parler du contexte technologique des PME en 2025, ce qu'on a pu constater, nous, chez Nexus. Il y a des outils qui évoluent vite, des besoins aussi, l'arrivée de l'IA qui a elle aussi pas mal bousculé ces deux aspects dans la construction des projets numériques. On va faire un petit point là-dessus. Ensuite, on va vous présenter ce qu'est un outil low-code, en particulier la Power Platform, parce que c'est avec ça qu'on travaille. On va parler justement de ses avantages, puis aussi de ses limites, et on va ensuite faire la comparaison avec des solutions qui sont plus sur mesure. Donc, on verra pourquoi aussi chez Nexus, on a décidé de prendre nos distances avec les solutions qui pourraient être hybrides, donc au milieu du low-code puis du sur-mesure. Et puis, comme dans nos webinaires, on essaie d'être toujours orienté solution. On a décidé de vous dévoiler l'outil qu'on utilise à l'interne pour conseiller nos clients lorsqu'ils sont face au dilemme du choix entre low-code ou sur mesure. Cet outil, il se base sur 9 critères concrets et on va vous les expliquer en détail. Et enfin, pour terminer, on a prévu une petite étude de cas. C'est un moment d'échange où mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui pourront répondre à vos questions en direct. N'hésitez pas si jamais il y a des questions que vous avez à nous les mettre dans le clavardage. On va tenter d'y répondre à la fin si on a encore un petit peu de temps. En parlant de mes collègues, j'ai avec moi aujourd'hui Dan. Allô Dan, est-ce que tu veux te présenter? Ben oui, bonjour, je suis rendu à mon troisième webinaire, fait que je suis rendu un habitué maintenant. Daniel Gauthier, directeur de l'ingénierie chez Nexus Innovation, fait que mon rôle un peu, c'est la direction technologique ici, puis de m'assurer qu'on a les bons outils pour répondre à des bons besoins, puis aussi d'avoir des réponses, dans le fond, aux problématiques que nos clients vivent en termes d'outillage puis de technologie. Fait que aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est une culmination de beaucoup d'interrogations qu'on s'est posées en cours de route, qu'on vous partage. Puis je donne la parole à mon collègue Joël, avec qui on a beaucoup discuté, justement, entre nous deux, de ces sujets-là. Fait que, Exact. Joël. Merci, Dan. En fait, oui, moi, c'est Joël. Je suis conseiller en architecture M365 chez Nexus. Puis, c'est surtout moi qui viens accompagner les clients dans les choix technologiques lorsqu'on présente les différents projets, qu'on vient un peu essayer de voir comment on va solutionner des problèmes ou des problématiques et même les enjeux dans lesquels ils vont vivre. Donc, ainsi, on vient se poser ces questions-là. Puis, les critères que vous allez voir aujourd'hui sont source un peu d'interrogations qu'on se posait même avec ces clients-là, puis qu'on est venu un peu se créer une méthodologie pour mieux accompagner nos choix, puis être plus certain dans comment on va le faire. Fait qu'on vous présente ça aujourd'hui. Super, merci guys. Maintenant que les présentations sont faites, c'est à mon tour de vous présenter Nexus Innovation. Donc pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, qui n'ont pas encore assisté à nos webinaires, sachez qu'on est une entreprise basée à Montréal, spécialisée dans le développement et l'adoption de technologies d'affaires infonuagiques. On travaille en particulier avec des solutions Microsoft. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la Power Platform. Mais pas que. Notre mission, c'est aussi d'accompagner les entreprises qui traversent des phases de croissance, qui veulent améliorer leur collaboration, que ce soit interne ou externe, ou qui veulent tout simplement gagner en efficacité dans leurs opérations. Quand je disais pas que pour la Power Platform, c'est qu'on travaille aussi avec des solutions qui sont un petit peu plus sur mesure. On va vous expliquer ça plus en détail à travers le webinaire. Puis ce qui nous distingue chez Nexus, c'est notre capacité à nous adapter à vos besoins et puis pour faire du pouce sur le sujet du jour, justement, comme je disais, on maîtrise aussi bien le low-code avec des plateformes comme la Power Platform que le sur-mesure pour les projets qui pourraient être un petit peu plus complexes puis qui nécessitent vraiment quelque chose de sur-mesure. C'est justement grâce à cette double expertise qu'on se permet aujourd'hui de vous proposer ce webinaire parce qu'on peut parler de ces deux approches en toute transparence vu qu'on connaît très bien leurs forces mais aussi leurs limites par rapport à tout ce qu'on peut faire avec nos clients aujourd'hui. Je pense que les présentations sont faites. Je te passe la balle, Joël, pour nous plonger dans le contexte technologique des PME justement en 2025.
Exact. En fait, quand on dit contexte technologique des PME en 2025, c'est parce qu'on a jasé à tellement de clients, puis tellement, on a vu tellement de projets qui sont arrivés à nous, qu'on a essayé d'extraire plusieurs éléments, plusieurs choses qui revenaient souvent en termes d'enjeux. À ce moment-ci, on va les voir un peu, on va voir les différents défis rencontrés par nos clients. Puis quand je dis défi, en fait, là, c'est que la plupart des gens font souvent face à un ou plusieurs de ces défis-là lorsqu'il vient le temps de réaliser un projet de transformation ou de modernisation technologique. Il y en a plusieurs, là, il y en a plus que ça même, mais en fait, on est venu ici sortir la liste de ceux qui étaient plus pertinents, qui viennent supporter vraiment l'importance de prendre des choix éclairés face à la stratégie de développement qu'on va employer, puis aussi aux technologies qui vont venir supporter notre projet. Ici, il y en a qui parlent plus facilement que d'autres, maîtriser les coûts en s'assurant de la pérennité des solutions, c'est assez, ça s'explique par soi-même. Mais on peut parler, mettons, d'intégrer des applications existantes. Donc, on va souvent venir essayer de moderniser les applications qui vivent dans notre environnement depuis longtemps. Mais maintenant, on a un parc complet d'applications qui existent, là, où on vient intégrer cette application-là qui est existante, qu'on va venir transformer. À quelle autre application on devrait la connecter et comment on devrait le faire. Donc, toutes ces questions-là, ou ces défis rencontrés-là qui viennent un peu être des points d'interrogation, là, comme souvent lorsqu'on se fait apporter ça. Nous, chez Nexus, notre première idée, c'est de venir vous comprendre, venir comprendre votre réalité, mais aussi de comprendre ces défis-là, puis d'analyser ça avec vous. À ce moment-ci, on vous permettra de regarder cette liste-là un petit peu plus en détail éventuellement quand vous aurez l'information ou directement de la rencontre. Sûrement, vous allez vous reconnaître dans un ou plusieurs de ces dossiers-là. Oui, puis justement, Joël, dans ce sujet-là, maintenant, les entreprises, même pour les PME, puis c'est comme, mettons, relativement nouveau. Maintenant, les PME ont une arborescence de solutions, ultimement, qui doivent communiquer entre eux, puis tout ça. Puis des fois, on parle de multiples types de situations, de solutions différentes pour remplir ce que je vais appeler un besoin d'entreprise plus global, en fait. Puis ben, c'est ça que Joël, c'est un expert pour ça. Donc. C'est pas mal ça que je fais de jour le jour, je te dis. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est parce qu'on voit aussi qu'il y a des changements avec comment est-ce que les gens viennent rencontrer ces défis-là, puis viennent un peu essayer de les solutionner. Tu sais. Je trouve qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des gens qui n'ont pas des profils techniques, qui se disent, écoute, on se pitch un peu à dire, on va essayer de solutionner ça en réglant nous-mêmes le problème. Puis je pense que c'est des promesses de l'industrie, un peu qui sont un peu exagérées, je vous dirais, là, mais ces promesses d'industrie-là vont dire, ben, on offre des outils comme le low-code ou comme l'IA qui vont nous permettre de devenir créateurs d'applications, créateurs de solutions avec moins d'expertise technologique. C'est des choses qui sont vraies en pratique, je vous dirais, sauf que ça vient quand même avec des bémols à dire que ça demande quand même une expertise sur bien intégrer ces solutions-là, bien le faire. Puis ça vient, comme Cheyenne le mentionnait, avec des limitations qu'on est venu explorer aussi, nous, à travers notre travail, de tous les jours, mais on va dire aussi, on est venu un peu les découvrir parce qu'ils ne sont pas tout le temps bien documentés. C'est vrai que le mythe du citizen developer, il est souvent. Puis c'est pas un mythe qui est nouveau, en fait, c'est un mythe qui existe depuis longtemps. Là. Justement, je viens de parler à un client qui a une grosse arborescence d'applications VBA, ultimement. Puis qui se disait qu'on va pouvoir maintenir par nous-mêmes, mais finalement, ces choses-là n'ont jamais été maintenues, il n'y a jamais personne qui y touche. Fait que ce mythe-là, il est souvent faux, surtout dans les PME où souvent les PME ne peuvent pas se permettre justement d'avoir ces gens-là qui ont la capacité d'être des citizen developers. Il y a des ressources limitées souvent en PME, on ne peut pas s'assurer d'avoir tous ces gens-là. Puis c'est même que les outils, ils deviennent de plus en plus, quand on dit mature, de plus en plus efficaces à remplir ces besoins-là. Mais dès qu'on se retrouve dans des besoins qui sont plus complexes, avec des particularités, tout ce qu'on dit accélérateur, là, comme les plateformes low-code ou l'IA, vont venir rapidement frapper des limitations pour l'instant. Est-ce que ça va être comme ça pour toujours? Je ne crois pas. Je pense que il y a encore beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens-là, puis que ces outils-là vont continuer à croître. Mais encore aujourd'hui, c'est encore risqué que d'aller seulement se baser sur du low-code en disant ben, ça va bien régler mes problèmes.
Bon, avec tout ça, on est venu se poser des questions, hein, puis nous, on a fait des changements de paradigme un peu, là. Avant, Nexus était pratiquement seulement avec du sur-mesure. Donc, on avait comme cette expertise-là qui était très, très forte. On a changé dans les diverses dernières années, là, mettons, dans peut-être 5 ans. On a vraiment fait beaucoup plus de ce que nous, on appelle la solution d'affaires ou du low-code. Puis, on est venu un peu à se positionner, à dire comment on peut vraiment utiliser le low-code avec un peu des nouveaux outils là, qui viennent supporter un peu la facilité de faire du sur-mesure ou en fait continuer à faire du low-code. On se posait des questions. On continue un petit peu à bien un peu expliquer le principe. Puis avant même tout ça, on va juste m'assurer comme quoi que tout le monde se comprenne en disant c'est quoi le low-code. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on l'explique un petit peu. Si vous n'avez jamais fait, c'est intéressant. On parle de Power Platform spécifiquement, mais je me retrouve à vous dire une petite tranche de vie. Hier, ma fille, elle m'apporte un devoir qu'elle fait à l'école, puis elle dit: ah, ben, papa, en secondaire 1, on fait du codage. Puis c'est quoi le codage? Ben, ça aussi, c'est vraiment des blocs Lego. C'est des blocs Lego qui finalement se retrouvent avec du code. C'est répéter X nombre de fois le prochain bloc et ainsi de suite. Puis c'est exactement du low-code qu'elle fait. À chaque fin de problème qu'elle solutionne, ça dit: ah, ben vous avez écrit 18 000 lignes de code, mais finalement, elle, c'est comme 8 ou 9 blocs qu'elle a mis ensemble. Fait que c'est exactement ça qu'on va faire en termes de low-code. On va mettre plusieurs blocs ensemble d'actions prédéfinies qui sont vraiment bien directives, qui sont standardisées. Puis ces actions-là vont faire quelque chose de très précis, puis on va arriver à atteindre un but qu'on connaît, donc un but qu'on a déjà en termes d'entreprise. On pensait à des contextes d'approbation, d'envoi de courriel. On va penser à plusieurs éléments comme remplir un document avec tel type d'information ou construire une liste. Il y a plusieurs éléments qui sont très connus dans ce qui est low-code. Il y a aussi des intégrations qui sont bien faites avec plein d'outils de la suite Microsoft dans le cas au niveau de la Power Platform. Mais il y a plusieurs autres plateformes de low-code qui sont offertes sur le marché quand même. Donc là, on pourrait engager ta fille, ultimement. Ben, t'es quand même très, très, très bonne, puis j'étais moi-même étonné. Ben, plug-la sur la Power Platform, puis on de toute façon, on va pas l'engager. Il était presque, mais t'es quand même impressionné de ce que papa pouvait faire quand même. Fait que c'est intéressant. Mais en gros, c'est un peu ça. Donc, à ce moment-ci, le low-code, c'est une série d'actions qui sont standards. On les met ensemble, on établit, on fait quelque chose. C'est super efficace, c'est super rapide, puis ça nous permet quand même d'atteindre notre but rapidement. Ça a des avantages qui sont notables. Dans l'autre slide de Giant, on a comme la rapidité de la mise en œuvre. On est capable de mettre quelque chose en place très rapidement. Donc, faire ce que nous, on appelle des workflows ou des flows qui permettent d'établir ces actions-là, réagir à certaines choses. Exemple, je reçois un courriel de telle personne, je veux absolument faire une autre chose, et ainsi de suite. Puis c'est quelque chose qui a un début et une fin très définie. Donc, à ce moment-ci, ça ici. Puis on est quand même d'avenir appuyer ça sur des données qui sont aussi très connues. Enfin, si on a de l'information, on débute notre processus, on termine notre processus, ça fonctionne très bien. Souvent, ce qu'on venait faire aussi, c'est que si c'est des besoins qui sont récurrents au niveau de l'entreprise, on vient un peu aider les gens à bien le mettre en place, mais les équipes sont autonomes par la suite. Donc, à ce moment-ci, le low-code, c'est intéressant si on veut avoir des besoins qui sont bien définis, mais aussi qui peuvent être remplis individuellement par nos différentes personnes. Oui, les personnes qui sont moins techniques, mais avec un bon guide, ça peut être très, très efficace à mettre en place. Puis dans notre cas ici, pour la Power Platform, l'intégration à plusieurs outils de Microsoft 365, ça se fait très, très simplement comparativement à mettre du sur-mesure qui pourrait être beaucoup plus complexe à intégrer quand même. Ben, tu sais, comme par exemple une application Power App pour avoir un flow d'approbation ultimement, puis si ce flow-là change, c'est pas impossible pour un utilisateur, quelqu'un qui est à l'aise avec la technologie, de faire des légères modifications ultimement pour si le flow change, par exemple. Exact. Mais quand on dit tantôt que le Citizen Developer, ce mythe-là est un petit peu difficile, c'est parce que ça demande quand même pas zéro expertise. Il faut apprendre une compréhension de l'information, puis comment
est-ce que c'est configuré? Puis, qu'est-ce que c'est qu'on essaie, on tente d'atteindre dans la configuration de chacun des éléments, puis revenir à ces éléments-là plus tard au niveau de la maintenance peut être compliqué. Ouais. Puis souvent, dans ces plateformes-là, c'est rapide, mais souvent, il y a des petites twists, ultimement, ou des petites choses que tu sais qui ne fonctionnent pas bien, qu'il ne faut pas utiliser. Fait que les utilisateurs qui veulent modifier leurs choses, un, ils n'ont pas cette connaissance-là, puis deux, ils vont peut-être aller faire des modifications une fois par année, des fois, tu sais. Fait que c'est dur d'acquérir une expertise quand tu fais quelque chose, une à deux fois par année, essentiellement. Exact. Ben, les limites, on les a explorées, puis on les explore encore à ce jour. Il y en a, puis dans la prochaine slide, on les découvre un peu, mais la flexibilité, comme on dit, des blocs Lego, mais des fois, ce bloc Lego-là inclut derrière des centaines et des centaines de lignes. Puis si je voudrais modifier une petite ligne à l'intérieur de ça pour un besoin plus spécifique, mais je n'ai pas la possibilité nécessairement. Il faudrait que je fasse quelque chose complètement divers ou vraiment autre chose pour contourner cette limitation-là, cette flexibilité-là. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on va dire la flexibilité, des fois, elle est un peu restreinte. Puis, les charges d'utilisation, mais elles sont limitées. Donc, ça commencer, certaines de ces actions-là ont des limites précises. J'ai un client l'autre jour qui m'est arrivé, il y avait un flow de fait, il voulait envoyer 500 000 courriels. Mais après, je pense, 200 courriels dans la même heure, l'action Microsoft a fait comme « Ah, non, non, merci, on ne continue pas à faire ça, puis on arrête. » C'est comme ça, c'est sûr que la limite, elle était vraiment pas la même que celle qui était imaginée par le client. On est venu repenser sa solution. Bien que l'idée était bonne, mais la technologie, elle n'a pas les bonnes limitations pour atteindre cet objectif-là. Puis, bon, c'est sûr aussi, adapter au projet évolutif, c'est sûr que si on venait évoluer puis combiner plusieurs de ces flows-là, je parlais tantôt d'objectifs d'affaires bien définis. Là, si on en a comme une dizaine de flows qu'on les met parallèles, ça peut fonctionner si c'est vraiment des flows qui ne sont pas dépendants les uns des autres, mais dans ce cas-ci, s'ils sont tous dépendants, ça va devenir très difficile à gérer dans l'évolution. Ouais. Mais je pense que c'est important, ultimement, parce qu'on se pose beaucoup plus la question dans un projet de Power Platform, c'est quoi l'évolution ou, dans le fond, des fois, j'appelle ça la dernière phase du Pokémon, ultimement, là, de l'application, pour savoir si la technologie va suivre, dans le fond, l'évolution de la solution sur un nombre d'années X. Parce que des fois, malheureusement, quand on atteint la limite de Power Platform, on est à côté sur la limite, puis ça prend un autre genre de solution, puis ça prend un réinvestissement vers d'autres choses. C'est pour ça qu'une vision sur l'évolution de cette application-là, c'est importante pour ne pas être piégé par ça rapidement. On se parle de ces limites-là, puis on va souvent me dire oui, mais par contre, c'est possible de faire des connecteurs sur mesure pour venir un peu contourner ces limitations-là et ça. Je suis comme oui, c'est certain, puis ça demande un set d'expertise plus avancé déjà à la base. Puis aussi, lorsqu'on fait ça, on vient souvent perdre des avantages de rapidité d'exécution, de rapidité de mise en place, que finalement, c'est pour ça qu'on allait vers le low-code initialement. Donc, rendu là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du sur-mesure quand on a l'expertise sur-mesure, puis que ça nous ouvre des portes par la suite. C'est un peu ça que la pensée qu'on essaie de générer à travers les critères qu'on va vous présenter par la suite. Mais là, on met la table un peu. Surtout si tu fais un connecteur sur mesure, tu perds aussi que là, c'est sûr que ça te prend un expert pour le modifier par la suite. Fait que tu perds vraiment la plupart des avantages que tu allais chercher avec la Power Platform, ultimement. Exact. Fait que, écoute, c'est là qu'on arrive que je prends la parole pour parler du sur-mesure, dans le fond, puis pourquoi qu'on s'en sert, puis c'est quoi les choses là-dedans. J'aime souvent prendre un peu l'allusion que la Power Platform, c'est comme une rivière. Ça va vite, mais si tu vas dans la rivière, tu vas juste dans un sens. Si tu vas à contre-courant, c'est plus compliqué, etc. Mais si tu vas dans le même sens que la rivière, ça va vraiment bien. Le sur-mesure, c'est différent parce que t'es sur un lac, puis tu peux aller n'importe où, ça peut faire n'importe quoi. Fait que c'est dur vraiment de dire le sur-mesure, ça fait quoi? Le sur-mesure, ça fait généralement tout. Je ne sais pas si on peut passer à l'autre slide.
C'est bon. Donc, quand on parle du sur-mesure, pour ceux peut-être que ça ne veut rien dire, puis c'est possible que ça ne vous dise rien, on parle d'applications web 100% personnalisables. On parle de faire une application web qui va répondre aux besoins. Fait qu'on, souvent, c'est du développement web avec UI, avec une couche logique d'affaires, un back-end, ultimement. Puis il y a plusieurs choix technologiques, il y a plusieurs façons de répondre à un problème là-dedans, il y a plusieurs choses qu'on peut réutiliser. Fait qu'il y a de l'architecture aussi qui rentre là-dedans, il y a de l'infrastructure qui rentre là-dedans. Puis généralement, c'était un gros point du Power Platform versus sur-mesure, c'est que le sur-mesure, ça coûtait beaucoup plus cher, en fait. Puis on se rendrait rapidement dans un problème que, on avait des coûts de Power Platform, puis quand on arrivait sur le sur-mesure, la marche était haute pour un client. Il n'y avait pas de solution intérim. Puis là, quand on dit que ça change de paradigme, parce qu'avant, on se disait tout le temps, ben, si on peut le faire en Power Platform, on va le faire en Power Platform avant de le faire sur mesure. Il faut qu'il y ait des cas précis pour faire du sur mesure. Puis alors là, je ne vais pas vendre le punch, tout ça, mais on n'est plus trop sûr de cette chose-là parce qu'une des grandes avancées qu'il y a en ce moment, c'est qu'on arrive à développer pas mal plus rapidement en faisant du développement d'apps custom assistés par AI. Fait qu'on vient vraiment, vraiment réduire le coût de développement. Puis on a des méthodes pour conserver le même niveau de qualité qu'on avait avant, puis tout ça, mais ça serait peut-être un autre webinaire, là, mais ultimement, on arrive à faire des solutions sur mesure qui sont pas mal moins chères. Fait que maintenant, on peut arriver à avoir le même coût. C'est pour ça qu'on s'est posé des questions, parce que le coût de la solution n'est plus maintenant un argument pour du sur-mesure ou du Power Apps. C'est plus l'argument, en fait. Fait que c'est là que ça vient changer un peu la donne. On peut se baser sur les différents avantages qu'on va voir sur la prochaine slide. Là, comme dit, un des plus importants avantages, c'est la flexibilité. Donc, chaque fois qu'on va arriver à dire, ben ça, j'ai besoin de quelque chose de bien spécifique, j'ai besoin de venir un peu, surtout au niveau de l'expérience utilisateur, ou le suivi de la logique d'affaires qu'on a, puis la calquer à notre logique d'affaires qu'on a au niveau du terrain, ou les gens qui vont l'utiliser. C'est sûr que le sur-mesure va venir très attrayant parce qu'on peut avoir une plus grande adaptabilité du processus d'affaires en tant que tel. Oui, puis des fois, des changements sur une plateforme sur mesure, généralement, ça coûte pas si cher que ça, rajouter des choses ou modifier des choses. Des fois, sur la Power Platform, si on sort un peu des specs d'usure de la Power Platform, ça peut venir à coûter vraiment cher pour un petit ajout. Fait qu'on a le parfait contrôle. Puis, des fois aussi, c'est dur un peu parce ça rentre dans nos critères. Enfin, ça ne sera pas une surprise. Fait qu'on va en parler plus tard. Pourquoi c'est important, puis tout ça. Puis c'est sûr que niveau évolutivité, ultimement, c'est plus facile à gérer parce qu'une application web, mais ça se change facilement, ça se scale up facilement. Il y a des morceaux, ça se rajoute facilement, ultimement. Fait qu'on a moins besoin, ou du moins, on est moins inquiet de comment cette solution-là va évoluer, contrairement à la Power Platform, en fait. Puis, comme je disais, pour les coûts, mais c'est de plus en plus compétitif grâce à, si on y va avec du développement assisté par intelligence artificielle. Puis, on arrive à avoir une... des fois, une des choses qui peut rentrer là-dedans, c'est qu'une application web sur mesure, c'est des coûts d'infrastructure Azure, généralement, que l'application va coûter. Puis des fois, ça peut devenir un point décisionnel, parce que des licences Power Platform, mais ça coûte aussi de l'argent. Fait que des fois, on peut arriver qu'une solution vaut plus la peine de le faire sur mesure parce que ça coûterait pas mal plus cher de licence. Puis il y a une étude là, à faire là, sur ces coûts-là aussi. Oui, ça implique, en fait, c'est ce qu'on fait avec le client d'habitude, normalement, dépendamment du nom d'utilisateur, le type d'utilisateur, dans quel contexte ils vont l'utiliser. Ça fait partie de nos premières étapes là, lorsqu'on vient un peu analyser les différents choix technologiques. Ouais. Puis là, ben Joël, on tourne alentour du pot depuis tantôt parce qu'on veut vraiment... parce que, tu sais, la plupart des points positifs et des choses qu'on a remarquées qui fonctionnent moins bien, ça fait partie de nos critères d'évaluation. Puis c'est ça le but pour le reste. Fait que je vais te passer la parole, ultimement, pour que tu nous fasses le tour un peu de tes différents critères d'évaluation, right?
Oui, mais juste avant ça, je pense qu'on va discuter des Ah Exact, oui, oui, oui. t'anticipes. Ben oui. Ben oui. Hey, je t'ai T'anticipes un peu perdu. trop, Dan. Ah ben oui, ben Euh, écoute. Je suis trop excité. ouais, J'ai trop hâte de me rendre à la t'es fin. trop excité. C'est ça. Mais en fait, on avait l'avenue du hybride qu'on avait au milieu Oui, de ça. Donc, oui. c'est ça. Ben On en doit parler de fait, ça avant. oui, en fait, c'est une de nos positions qu'on avait avant parce que souvent, on avait des parties d'une application qui était très simple ou qui s'adaptait bien pour de la Power Platform. Puis, on avait des choses plus complexes ou des choses qui nécessitaient, dans le fond, du développement sur mesure. Puis là, on faisait une partie de la solution pour sauver des coûts en Power Apps. Puis on faisait une application sur mesure. Puis les deux applications discutaient à travers le Dataverse puis différentes techniques ultimement. Puis, c'était avant le changement de paradigme que je vous expliquais un peu plus haut. C'était comme la bonne approche ultimement. Puis là, on se rend compte que c'est peut-être plus, pas qu'on n'en fera plus, mais on se distance dans le fond, puis on essaie de voir, euh, on va essayer de prioriser dans le fond, de faire des applications uniformes. C'est-à-dire soit tout dans la Power Apps ou soit tout sur mesure, vu qu'il n'y a plus la question de coût qui vient un peu mêler les cartes. Parce que ça rajoute, avoir deux types de solutions deux types d'approches dans une même solution, ça a son lot de complexité. Fait qu'il y a une complexité technique. Ultimement, il faut raccrocher deux systèmes ensemble. Ça peut augmenter les coûts parce que là, ça prend de la coordination, puis ça prend de l'intégration. Puis là, je pense pas que je vais surprendre personne que souvent, un endroit qui coûte cher dans un projet informatique, c'est l'intégration. Puis il y a toujours des risques associés à ça. Qu'est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va bien communiquer? Est-ce que la latence va être correcte? Est-ce que les données vont. Est-ce qu'ils vont être synchrones? Puis est-ce que ça va bien fonctionner? Puis en fait, ça réduit le bénéfice total du projet parce qu'on perd de simplicité. Puis vu qu'on perd de simplicité, mais ça augmente des coûts ultimement. Fait qu'on essaye le plus possible d'avoir des solutions qui sont sur une plateforme, dans le fond. Il va y avoir encore sûrement des cas où avoir deux types de plateformes, ça va être la solution à proscrire. Mais maintenant, on va essayer d'éviter ce genre de solution-là dans le futur pour y aller avec. Puis aussi, il faut parler de la maintenance de ces choses-là. C'est deux types de maintenance différentes, ultimement. C'est un peu ça la décision qu'on a prise. Puis ça vient juste du fait que comme le coût est plus un impondérable. C'est ce qui, puis là, on peut enfin tomber dans les critères. J'avais hâte. On arrive au moment. Ouais. On a du plaisir quand même à les générer, là, qu'on va avoir du plaisir à vous les présenter aussi. Je prends quand même du temps pour mentionner qu'on voit que ces critères-là ne sont pas absolus. Cette grille-là est pour nous aider, pour vous aider à guider des choix, pour aiguiller un peu, puis faire des choix de manière consciente, avec un peu s'assurer qu'on a une considération. On aurait pu mettre 20 critères, on a essayé de condenser ça, mais je pense que ça va être important que c'est plus pour un contexte de on a pris du temps pour y penser. Oui, Dan. Ouais, puis c'est ça dans le fond, parce que si tu prends ces contextes-là puis tu l'emmènes directement à un client, souvent à brûle pour point, ils sont pas prêts à répondre à des questions. Fait que je pense que pour tout système, c'est toutes des questions qui sont importantes à se poser, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Puis c'est pas perdu de se poser ces questions-là. Exact. Je pense que c'est ultra pertinent. OK, bon, on peut comme embarquer en ce sens-là. Le premier critère qu'on va vous présenter, c'est principalement, on va se poser des questions sur le public cible. Donc, c'est qui, en fait, qui vont utiliser l'application et dans quel contexte. Fait que si l'application est destinée principalement à un usage interne, donc on va dire les équipes opérationnelles, à l'interne vraiment, ou tout plus en administration, avec des fonctionnalités qui sont principalement standards, où on va pousser plus, on va dire, le low-code est capable de répondre à ce besoin-là, quand même assez efficacement, puis aussi facile à mettre en place. Tout ce qui est externe, grand public, on va tendre vers le sur-mesure. Là, je dis, mais quand je dis on vous présente 9 critères, c'est qu'on va combiner au final l'ensemble de ces critères-là pour essayer de se dire, c'est une application que le low-code pourrait supporter. Et inversement, souvent, c'est plus le sur-mesure qui va pouvoir le faire parce que vous allez voir sur-mesure quand même capable d'englober pas mal tout ce que le low-code fait aussi. Donc,
au niveau du prochain critère, on parle de ce qu'on appelle la flexibilité. La flexibilité, c'est très large dans ce contexte-ci, mais c'est plus au niveau de à quel point est-ce qu'on a besoin d'être hors ce qui est standard au niveau de low-code, puis au niveau des métiers d'affaires, donc les processus d'affaires, est-ce qu'ils sont vraiment complexes ou divergent de ce qu'on voit fortement sur ou dans d'autres entreprises. La plupart des objets ou des blocs Lego qu'on parlait du low-code ont des processus très standardisés. Puis si notre processus à nous se fie bien ou se comporte bien à l'intérieur de ce qui est connu, bien, le low-code va être capable d'englober ce comportement-là très facilement. Si on a des besoins uniques, à ce moment-là, on va plus viser plus au niveau du sur-mesure, puis ça va venir plus épauler ou plus supporter notre projet efficacement. C'est plus au niveau de la liberté d'évolution, là, comme qui va être intéressante. Celle-là est quand même assez touchée parce que la structure de données qui est supportée par le low-code, dans notre cas, ça va être Dataverse pour tout ce qui est M365, qui est la base de données qui épaule les Power Apps, qui épaule le Power Automate. Puis même la structure de données, on peut parler de SharePoint aussi dans notre cas. C'est quand même si on a des champs de la donnée qui est assez standard, qui ne demande pas beaucoup de validation entre les différents éléments, le low-code est vraiment capable de venir mettre en place de cette donnée-là ultra rapidement, puis de venir supporter aussi ces transactions-là. Quand on parle d'entité, par contre, qu'on va dire complexe, ou qui demande une complexité entre la validation de ces éléments-là et d'autres aussi éléments qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes entités, puis je parle plus au niveau d'une base de données, là, ça va devenir vraiment beaucoup plus compliqué de le faire au niveau du low-code. Et c'est un des points majeurs qui va nous faire virer vers du sur-mesure. Parce que je pense que c'est... Vas-y. Non, mais est-ce que la volumétrie rentre dans là-dedans? La volumétrie rentre quand même beaucoup à ce niveau-là, surtout dans un contexte de quand on parle de temps réel, quasi temps réel, on a des temps ou de charge on va en parler un petit peu plus tard aussi, mais oui, effectivement, la volumétrie, le nombre de transactions secondes ou minutes, là, dépendamment, je pense que même Dataverse quand même fait un bon travail là, sur la plupart des applications à charge modérée, on va dire, va quand même bien rentrer là, à ce niveau-là. Mais pour tout ce qui est entité plus complexe ou projet plus complexe avec des validations de temps réel, on va essayer d'aller vers une base de données plus structurée, on va dire ça comme ça. OK. J'aurais une question pour toi, Joël. Oui. Quand j'ai commencé à travailler avec des experts là, de la Power Platform, pour ceux qui écoutent à la maison, je viens plus du domaine du sur-mesure, personnellement. J'étais un peu surpris quand j'ai commencé à travailler avec ces experts-là qu'il y avait vraiment une emphase sur avoir la structure de données claire, le plus complet possible au début du projet. Chose qu'on n'était pas, oui, c'est important dans le sur-mesure, mais c'est comme facile de rajouter des choses en cours de route puis qu'on découvre des choses. Puis j'aimerais ça t'entendre pourquoi. C'est quoi qui font ce besoin-là dans la Power Platform? C'est une bonne question. Puis je te dirais que c'est principalement parce que bien que ce soit quand même relativement simple d'ajouter les nouveaux champs dans une base de données qui est au niveau de la Power Platform, étant donné que la manière de coder ou de construire l'application se fait par couche. On va rajouter un flow qui va communiquer à autre couche. Mais rajouter des champs au niveau de la base de données va impliquer de faire des modifications à chacune des autres couches pour que l'information se transige à travers ces couches-là. Puis, ça va donc demander une compréhension complète de l'architecture, puis aussi demander plusieurs interventions manuelles pour aller bien faire ces modifications-là. On essaie tout le temps de réduire le nombre de modifications, surtout les manuels, au niveau des différentes couches, parce que c'est là qu'on peut s'introduire des erreurs ou des problèmes de mise en production, et ainsi de suite. Donc à ce moment-ci, je pense que c'est une des raisons pourquoi que nos experts Power Platform se font un désir ou une promesse que d'avoir une base de données structurée le plus stable possible à la base. Et question qu'on est certain comme qu'on va acheter le moins d'éléments possible. Donc, ça demande moins de retourner à cette création-là ou à ces modifications-là. OK. Fait que dans le fond, ça peut rentrer aussi en considération dans ce... Fortement, effectivement. OK.
Il n'y a aucun moyen de pogner Joël quand il n'y a pas de réponse à quelque chose. J'essaye, mais je suis pas. Je suis un consultant après ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. On passe au suivant, Joël? Oui, l'interopérabilité, c'est un mot que j'ai appris jadis, mais que je me rends compte qu'il y a peut-être des gens qui comprennent, qui savent pas c'est quoi, puis c'est avec bien raison, on n'utilise pas ça chaque jour. C'est un mot spécifiquement pour déterminer, pour dire que des systèmes peuvent se parler ensemble, la facilité à laquelle ils peuvent communiquer ensemble. Euh, Puis, c'est quelque chose que dans l'univers Microsoft, là, lorsqu'on reste dans l'univers Microsoft, ces systèmes-là ont quand même une facilité à se parler parce qu'ils ont été montés ou construits pour le faire. Par contre, lorsqu'on vient imaginer des solutions qui sont externes ou qui ont besoin d'intégration, oui, à certains éléments de Microsoft, mais aussi à d'autres systèmes divers. Ça peut être ERP, CRM externe, ou ainsi de suite. Ça peut être plus difficile que faire ces communications-là. Il y a plusieurs standards, là, comme que vous avez sûrement déjà entendu, les API REST ou du JSON, peu importe, là, il y a multiples manières de créer ça, mais ça reste quand même que c'est plus simple à gérer à l'intérieur de Microsoft 365 avec du low-code. Puis dès qu'on sort de M365, ça devient beaucoup plus complexe de le faire avec du low-code, d'où on va pouvoir tendre vers du sur-mesure. Qui aussi, des fois, il y a des systèmes qui sont extrêmement vieux, qui n'ont peut-être pas Parce que, tu sais, comme, il y a des intégrations possibles avec des systèmes qui ont des API modernes, puis tout ça, ou des façons de communiquer qui sont modernes. Ça peut être fait, right, au sein de la Power Platform. Mais, tu sais, aussitôt qu'on a des fois des modes d'authentification qui sont un peu bizarres, des fois, ça arrive, ou des vieilles applications qui n'ont peut-être pas d'API, qu'il va falloir comme aller chercher des données d'une façon, des fois, un peu spéciale, on va dire ça comme ça. C'est là que ce type d'intégration-là, ou s'il y en a vraiment beaucoup, puis il faut faire beaucoup d'orchestration, d'intégration, ultimement, puis beaucoup de transformation, c'est là que le sur-mesure va comme shiner pas mal plus là, que la Power Platform, en fait. Exact. C'est un des avantages de la flexibilité dont on parlait tantôt. C'est pratiquement, tu sais, comme ça vient vraiment être intéressant ici parce que cette flexibilité-là nous offre de manipuler peut-être les données préalablement afin qu'on puisse parler à nos autres systèmes, que ce soit pour aller pousser de l'information dans ces systèmes-là ou aller l'en chercher, puis un peu la comprendre de la bonne manière. OK. All right. En fait, l'interface utilisateur, je pense que ça ici, vous connaissez toute l'interface utilisateur peut-être de tout ce qui est SharePoint, Microsoft. Si vous avez déjà vu Power App, qui est une manière low-code de créer des applications, l'interface, elle n'est pas tant flexible, ou du moins, elle l'est, mais avec beaucoup de coûts. Des coûts associés à ça, dont on vient perdre un peu l'avantage du low-code. C'est pour ça que si on a une expérience standard, simple, qui est suffisante, si à l'interne, on peut fournir ça à nos clients internes, puis ils sont à l'aise avec cette expérience-là, le low-code peut vraiment bien venir faire l'affaire pour générer ça. Mais si on a besoin d'expérience utilisateur personnalisée, donc si il y a des choses dans l'expérience utilisateur de base de Microsoft qui nous énervent ou qui empêchent le bon flow du travail, ça va être très difficile à venir les changer, d'où on va souvent tendre pour le sur-mesure dans ce cas-ci. Comme, mettons, des portails clients, des portails fournisseurs, des sites brandés, ou des fois même des choses qui doivent être très streamlining là, pour pas que, très épuré des fois, ou même des fois plus, on va se le dire, là, on peut faire des interfaces beaucoup plus belles sur mesure qu'avec l'expérience standard de Power App. Puis si on veut coter un peu ça, il faut faire comme soit des Power Pages ou du Canvas, qui devient essentiellement aussi complexe que de faire du sur-mesure, ultimement. Ouais. Exact. En fait, c'était moins vrai avant, parce que même le sur-mesure avant demandait quand même une expertise plus avancée, mais l'IA est quand même capable de nous faire moi qui n'ai pas un designer, ni apte à faire du front-end qu'on appelle au lieu du UI, assisté par l'IA, je peux en faire de quoi beaucoup plus intéressant qu'avec la Canvas App. Canvas App est quand même un bon point d'entrée si on a à faire des fonctionnalités très, très spécifiques. Exemple,
un bouton, prendre une photo, that's it, that's all. Mhm. Mais ça reste de moins en moins. À partir de là, on ne peut pas évoluer de ça tant que ça. Ou si on veut évoluer, mais là, le coût va commencer à être plus, en fait, moins intéressant. Ouais. OK. All right. L'accès mobile responsive. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? OK? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est l'accès mobile sur tout ce qui est local, Power App dans ce cas-ci, mais même le SharePoint ou ainsi de suite. C'est disponible, c'est possible, puis c'est de mieux en mieux. Donc, je ne veux pas être négatif par rapport à ça. La seule chose, c'est que si on a besoin d'un accès mobile fréquent, puis qu'on a besoin d'un accès mobile qui est très malléable, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure des options. Ça va un peu hand in hand avec précédemment avec l'expérience utilisateur. Donc, on a moins de flexibilité, on a moins d'assurance, comme quoi que tous les éléments qu'on va positionner dans notre solution vont vraiment bien s'ajuster au niveau de tout ce qui est mobile. C'est sûr que la Power Platform est quand même potable là, dans son interface, je veux dire, adaptive, là, ultimement. Mais c'est sûr que, tu sais, comme si tu veux faire de quoi sur mesure, tu sais, des fois, il y a des applications mobiles qui ont tout à fait un différent écran pour le mobile que c'est pas juste un resizing, ultimement, mais c'est sûr que là, il faut rentrer dans le sur-mesure, en fait. Ouais. C'est sûr que le sur-mesure nous permet un peu d'assurer l'expérience utilisateur comparativement à celle qui est le Power Apps, qui on dépend quand même pas mal de comment Microsoft va ajuster les différents éléments. Puis on a moins grande flexibilité d'assurance de venir un peu minimiser les composantes et ainsi de suite à l'écran. Là, on va parler de sécurité aussi, je pense que c'est quand même assez important à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de sécurité, ça va un peu avec le contexte de grand public ou externe. Lorsque nos utilisateurs se retrouvent dans Microsoft 365, souvent on est capable de facilement aligner tout ce qui se passe dans Entra ID, où ce que vous mettez vos comptes utilisateurs, vous pouvez gérer les profils à l'intérieur de ça, vous pouvez gérer aussi les profils au niveau de tout ce qui est Power Apps. Il y aura une bonne gestion de cette information-là, tant et aussi longtemps que les contextes utilisateurs restent à l'intérieur de votre environnement. Lorsqu'on sort de tout ça, puis qu'on doit avoir des niveaux de sécurité, mais pour des comptes qui sont externes à nos utilisateurs, à nous, ça devient beaucoup plus difficile que de manier cette sécurité-là. Donc, c'est pour ça qu'on va tendre pour du sur-mesure, parce qu'on va avoir à gérer, oui, par nous-mêmes cette sécurité-là, mais on va avoir cette flexibilité-là qui va nous permettre d'être plus dynamique ou de vraiment remplir ces besoins de sécurité-là efficacement. On parle aussi de conformité, parce que les conformités, bien que Microsoft 365 s'aligne quand même à beaucoup de choses comme le WCAG, puis tout le contexte de pouvoir bien être conforme à contexte sécuritaire, ça reste quand même qu'on peut pas. Le sur-mesure va nous permettre, excusez-moi, de venir vraiment, si vous avez des besoins spécifiques de conformité, de s'assurer qu'on suit ces niveaux de sécurité requis. Exact. Puis on peut aller plus loin aussi sur mesure si on veut. Là. La sécurité dans la Power Platform là, est 100% adaptée et très bonne, mais si on veut rajouter par-dessus ça, comme des fois il y a des compagnies qui ont des conformités des fois un peu plus poussées, mais le sur mesure peut nous permettre de rajouter ce genre de choses-là. Yes. Le contexte de criticité et maintenance, dans le contexte où on a un besoin temporaire, puis c'est un peu ça que je viens souvent parler à mes clients en premier lieu même. Je dirais, quand le besoin il est temporaire, il est limité dans le temps, on l'utilise de façon ponctuelle, c'est préférable peut-être d'aller pour du local parce qu'on est capable de mettre quelque chose en place rapidement, puis ils vont pouvoir l'utiliser dès maintenant. C'est plus facile comme ça. Puis, ça ne demande pas nécessairement un investissement qui est plus grand pour moi, aller tester certaines fonctionnalités. Quand c'est non stratégique, c'est encore plus pertinent parce qu'à ce moment-ci, on peut l'essayer. Ah, c'est pas grave si on a fait une sorte d'erreur. C'est pas tant, on va dire, business critical. On ne va pas arrêter un peu de faire affaire ou de travailler. Dans un contexte où le projet a une application qui, on va dire, critique, puis qu'on ne peut pas un peu diverger, on peut pas diverger de son utilisation. On pensait souvent à la gestion des ventes, la facturation, l'opération principale de votre entreprise. Puis l'évolution devient importante aussi. Ça va être préférable d'opter pour du sur-mesure parce que ça va garantir que la flexibilité dont on parlait initialement, elle va nous permettre un peu de
aller dans toutes les directions potentielles, mais aussi s'assurer aussi du niveau de qualité dans la maintenance. C'est le fond que le côté de la maintenance est assez intéressant. Tout ce qui est Azure, là, dans lequel on fait le sur-mesure, nous offre plus de visibilité sur les différentes erreurs, puis un meilleur suivi over time de toutes les informations qui vont se passer. Puis les applications sur mesure, dans le fond, on peut mettre une grande suite de tests là, à différents niveaux, là, ultimement, puis s'assurer de la qualité continue, là, puis quand des modifications, tout ça. Chose qu'on n'a pas trop dans la plateforme, là, low-code, l'automatisation des tests, tout ça, c'est quand même assez limité là, à ce niveau-là. Ouais. C'est possible, c'est juste ça rajoute du coût à faire parce qu'il faut le faire manuellement. Exact. Ouais. Quand on parle, mettons, de volume, souvent d'utilisation, on en parlait un peu plus tôt tantôt, mais quand on va dire un volume raisonnable, quelques centaines de transactions, quelques centaines de courriels, le low-code, ça fait l'affaire. C'est vraiment intéressant parce que les limitations nous permettent de faire ça, puis on est quand même capable de venir gérer ces besoins-là. Puis ponctuellement, on est capable de venir le faire. Quand on parle de charges massives, où ce qu'on doit avoir un peu des envois massifs de courriels, traiter des milliers de données en temps réel, là c'est sûr que là, on va rapidement frapper ces limitations-là d'utilisation. Au niveau du low-code, ça devient de moins en moins intéressant donc que de l'utiliser. Il faut détecter ça dès le départ, avant même d'être rendu trop loin, parce que après, c'est faire le changement de certaines parties seulement d'une application pour passer à du sur-mesure peut quasiment coûter aussi cher que de l'avoir fait sur mesure du départ. Donc, c'est un des points importants qu'on regarde au niveau de l'évolutivité, mais l'évolutivité de l'utilisation aussi de notre application. Et la complexité aussi des flows, là, des fois, on peut dépasser le niveau de complexité, mettons qu'un flow Power Automate va pouvoir remplir, puis des fois, il faut passer à d'autres techniques là, pour faire ces choses-là. Fait qu'on on peut atteindre cette limite-là. Puis, avec Microsoft, il y a tout le temps la chance qu'on se fasse ce qu'on appelle throttler, là, où que les appels vont être dans une queue, puis ça va aller plus lentement, ultimement. Fait qu'on a comme des fois pas de garantie d'exécution, en fait. Si on va avoir une garantie d'exécution, puis c'est vraiment critique, puis toutes les choses vont être agencées, mais à ce moment-là, le sur-mesure fait plus de sens. Exact. Donc, on vous a présenté comme les 9 critères à ce moment-ci pour un peu les mettre sur table, pourquoi ils sont là. Passer à l'autre. Mais après ça, on a établi une grille qui est venue un peu pour mettre en place ces critères-là, puis s'assurer un peu d'avoir une visibilité, que le client voit aussi pourquoi est-ce qu'une technologie est peut-être plus appropriée qu'une autre. Puis c'est un peu ce qu'on vient faire là, pour nos divers clients. Souvent, on établit les différents critères à la gauche. Pour le projet spécifiquement, on va envoyer ou dire un peu, voici nos besoins qu'on a à faire, puis essayer de les verbaliser ou les vulgariser le plus possible. Puis on met les trois technologies en comparaison avec pourquoi est-ce qu'un serait peut-être plus apte que l'autre. C'est sûr que le sur-mesure nous permet de pas mal tout faire, puis il faut juste s'assurer comme de bien un peu cadrer. C'est pas parce que le sur-mesure peut tout faire qu'on va automatiquement opter pour le sur-mesure. Souvent, le low-code, s'il remplit, exemple, 7 des 9 points, on va pouvoir se poser des questions. On est très proche de pouvoir avoir un projet low-code qui se tient vraiment bien. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir X ou Y, puis de parler au client? Il y a vraiment des bonnes raisons d'aller vers du low-code si on est en mesure de le faire. Juste pour vous donner de l'autonomie à nos gens à l'interne, puis que vous ayez comme plus de facilité à le maintenir, puis l'opérationnaliser vous-même plus tard dans le futur aussi. Mais ça reste quand même que souvent, de ce temps-ci, on opte à dire, sur mesure va te permettre de faire quand même une plus grande partie de ce que tu souhaites faire. Puis voici les différentes limitations. Ouais. Puis souvent, tu sais, des fois, une des problématiques qu'on vit, c'est que les clients viennent nous voir avec une Power Apps en tête. Parce qu'ils ont entendu que c'est pas cher à faire. Puis ils veulent du Power Apps. Puis des fois, c'est un peu dur pour nous à déconstruire parce que si Power Apps, c'est juste une question de coût pour toi maintenant, c'est plus tant vrai. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est la meilleure solution pour ta problématique, ton contexte, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, c'est que le coût est plus... Avant, le coût, il était dans cette grille-là, en fait. C'était important, mais ça ne l'est plus.
Fait que des fois, les gens vont venir nous voir pour des Power Apps, puis on va étudier le cas un peu, puis on va se dire, ah non, finalement, je pense pas que Power Apps, c'est la solution pour toi. Puis là, il faut comme déconstruire. C'est de là pourquoi on fait ce webinaire-là, parce que ça va être pratique pour nous après ça de peut-être aiguiller nos clients sur ce webinaire-là, puis lui dire, gars, on explique pourquoi qu'on peut changer, dans le fond, cette gamme de produits-là. Puis comment qu'on fait notre évaluation. Puis si quelqu'un se pose ces questions-là, parce que des fois, c'est des questions, des fois, c'est qui ton public cible, c'est quoi tu vas penser en termes de charge d'utilisation. Ça ne veut pas dire que les clients ont réponse à ça là. Puis des fois, ça prend de la recherche un peu avant de répondre à ces choses-là. Étonnamment, parfois aussi dans les différents derniers mois, on a réussi à avoir un coût de sur-mesure moins cher qu'un coût de low-code, puis moins cher qu'un coût de hybride, à la grande surprise de certains clients là, à laquelle on a présenté comme les diverses options. Ça ne veut pas dire que qu'on présente 3 options, qu'on va aiguiller, on va dire ce serait prends ton choix. Là. Souvent, on va être plus précis, on va dire c'est vraiment ça ta solution. On n'est pas borderé à dire, mais le point est que le coût, vraiment, moi j'ai moi-même été surpris parce que jadis, c'était sûr qu'on avait un facteur là, de plusieurs, peut-être 5 fois plus cher sur mesure que le low-code. Ça a déjà été ça dans le passé. Pas 5 fois, t'exagères un peu. Ça a déjà été ça, Mais je comprends ton point. C'est-à-dire que là, maintenant, on est vraiment à parité là, quasiment dans la plupart des cas. Exact. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui est le plus important, c'est de donner la meilleure solution pour nos clients. Puis la game devient vraiment là. Puis c'est plus une game de coût, en fait. Puis ça, écoute, c'est toujours des bonnes nouvelles parce que on aime ça que le client soit satisfait de sa solution puis ça fasse la job qu'il voulait. Puis avant, ben, des fois, on devait avoir essayer de faire rentrer une solution low-code parce que le coût était vraiment important, puis c'était vraiment critique, mais on perdait des choses en cours de route, puis c'était pas le fun. Maintenant, on n'est plus obligé d'être un peu dans ce carcan-là, en fait. Oui. Oh, c'est bon? OK. Je vais reprendre pour le récap. On s'est dit pas mal de choses là. Merci Joël, merci Dan pour toutes les explications. C'était très très complet. On va y aller juste avec 3 points pour récapituler ça rapidement. Donc, on peut assumer par rapport à ce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de solution unique. Là, le bon choix, il va vraiment dépendre de votre contexte, de votre objectif, puis aussi de vos ressources. Bien que, comme tu l'as dit, Dan, au final, le budget n'est plus tellement un enjeu par rapport au choix de la solution. C'est pas sur ça qu'on va mettre le focus. Voilà. Après, quelquefois, il y a certains qui peuvent être tentés de persister avec une solution qui pourrait être low-code parce qu'on investit pas mal d'argent pour son développement, mettant au début qu'on était dans le projet. Puis on se rend compte que la solution, elle est vraiment plus adaptée à la réalité et aux besoins que vous avez actuellement dans votre entreprise. Donc, le conseil le plus précieux là qu'on puisse vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur en fait de passer au sur-mesure quand le moment est le bon, quand vous sentez qu'il faut le faire. Il ne faut pas rester dans une solution qui est inadéquate pour vous parce que vous auriez mis de l'argent déjà dans ce projet. Vous allez pouvoir facilement rattraper en fait votre investissement en ayant une solution qui soit plus adaptée. Le sunken cost fallacy, je pense que ça s'appelle. Exact. C'est bon. Tu voulais rajouter quelque chose, Dan? Non, vas-y, continue. Ah, ok. Ok, ben là je vais finir par vous présenter ça en gros. Si vous êtes joint à nous ce midi, c'est probablement parce que vous avez un projet numérique en tête, peut-être. Donc on espère sincèrement que le webinaire il vous a permis d'y voir plus clair là-dessus. Chez Nexus, nous on est là pour vous accompagner à chaque étape. Donc que ce soit pour vous aider à faire le bon choix ou même pour développer votre solution, que ce soit en low-code ou en sur-mesure, là vous l'aurez compris, on fait les deux. Puis aussi pour vous assurer le support. Donc, une fois que le projet est lancé, on est aussi là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit votre avancée. Ça va nous faire plaisir justement de discuter avec vous puis de voir comment on peut vous aider. Au niveau des questions, on en a eu quelques-unes auxquelles j'ai répondu dans le chat directement parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Donc, je vais y aller avec... Désolé. Non, il n'y a aucun souci. Puis c'était très complet. Donc, c'est parfait. Là, je pense que les gens ont eu aussi leurs réponses là, au fur et à mesure que vous expliquez. J'en ai gardé simplement 2 dont j'avais pas les réponses. Donc, je vous lance la balle. La première, ça serait quels sont les avantages et les limites de l'IA dans le développement sur mesure? Je sais pas qui veut la prendre.
Écoute, répète ta question juste pour être sûr que j'ai compris. Ça serait quels sont les avantages et les limites de l'IA dans le développement sur mesure? Oui, ben, au niveau de la conception, c'est sûr que il faut faire une utilisation saine là, de l'intelligence artificielle. Il faut pas tomber dans ce qu'on appelle le vibe coding, là. Donc, nous, on a des systèmes en place qui nous permettent d'avoir des accélérateurs pour faire du développement sur mesure de façon très concrète, là, tout en gardant des garde-fous là, pour s'assurer que l'application répond bien, puis tout ça. Puis c'est pas du développement sans experts, là. On a des développeurs seniors quand même qui supervisent le tout, etc. Et puis, ultimement, c'est pas tout là, qui est généré par IA. Là. Tu sais, c'est les endroits critiques du système puis tout ça plus complexe sont encore faits, on va dire, à la main. Mais on enlève beaucoup là, du tout doux répétitif, ce genre de choses-là, quand même. Là, puis ce qu'on appelle le travail de moine, jusqu'à un certain point. C'est sûr que les désavantages, ben, tu sais, il y en a toujours là, avec des nouveaux outils. Là. Des fois, tu sais, faut retravailler. Tu sais, on n'utilise pas quelque chose out of the box. Là. On s'est créé, dans le fond, nos propres systèmes qui sont basés sur notre expertise, en fait, là, qui ont accès à notre code template. Ultimement, on a du code template pour faire certaines choses. On a nos façons de travailler. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, faut toujours. Le problème avec ça, c'est qu'après ça, c'est un outil qu'il faut toujours retravailler puis faire ce genre de choses-là. Puis là, mais la question elle peut être prise jusqu'à deux tranchants, ultimement, là, tu sais, le rôle de l'IA dans la solution en tant que telle. Des fois, on peut, puis c'est même vrai là, pour la Power Platform, ultimement, que maintenant, on peut, au lieu de faire de la grosse logique d'affaires avant qu'on codait comme Abra et tout ça, des fois, on peut faire affaire avec tu sais, un LLM pour répondre à des questions. Tu sais, répondre à des objectifs d'affaires ou de la logique d'affaires sans avoir à le développer en tant que tel. Super. Merci Dan. On en a encore une sur l'IA, donc je pense que c'est un sujet à la mode. Puis d'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, si l'IA c'est justement un sujet qui vous intéresse, là on sera à Stratégie PME la semaine prochaine, 11 et Oui. 12 novembre. Donc ça se passe au Palais des Congrès de Montréal. Puis justement la thématique de ce qu'on va proposer, ça sera les données et l'IA. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe. On a encore des billets à distribuer, donc ça va nous faire plaisir de vous les offrir. Vous pouvez nous écrire directement via le formulaire de contact du site web. Comme ça, on vous les enverra par courriel. Donc, je poursuis avec la dernière question qu'on va prendre. Ça serait, peut-on intégrer des fonctionnalités d'IA dans une solution low-code? Et si oui, comment? Ah, ben oui. En fait, Oui. il y a plusieurs façons de le faire. En fait, on peut, dans un flow Power Automate, on peut rajouter ce qu'on appelle des prompts avec le AI Builder, on build un genre de petit LLM pour faire des automations et tout ça. Fait qu'on peut communiquer avec ça. On peut créer des agents, ultimement, dans Copilot Studio, puis après ça, les appeler à partir de Power Apps ou même. Fait que, tu sais, dans le fond, maintenant, la gamme d'outils de prompt de Microsoft est vraiment intégrée à tous ces outils-là, puis on peut les insérer pour faire un paquet d'affaires. Écoute, le sky is the limit pour ça, puis on explore plein de cas à l'intérieur, même moi, c'est une des choses que je joue beaucoup en ce moment, là, qui me fascine beaucoup, comment plugger toutes ces choses-là ensemble. Mais oui, on peut leverager beaucoup de l'IA pour le traitement là, dans ces applications-là, sans problème. Autant sur le sur-mesure que dans Power Platform. Dans le fond, l'IA est utilisable dans les deux plateformes ou dans les deux façons de faire, sans problème. Super. Merci Dan, merci à toi aussi Joël. Là, ça fait plusieurs webinaires que vous faites avec moi, puis c'est toujours un plaisir. Puis merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin là, pour le webinaire. On espère que le sujet vous a plu, puis on vous souhaite un bon après-midi. Parfait. Ouais, Merci tout le merci à monde. Bye tous. bye. Salut Dan, c'est GN. Bye.